Jean-Claude Ghislain, dans You Talking to Med, le podcast de Nexialist sur les acteurs du DM, une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation et de la réglementation en France dans le domaine de la medtech. Rencontre exceptionnelle aujourd'hui à plusieurs titres. C'est le premier podcast où je n'emploierai pas la deuxième personne du singulier, autrement dit le tu, pour échanger avec Jean-Claude Ghislain. En effet, le vouvoiement sera de mise. Il y a des personnes qui vous marquent et Jean-Claude en fait partie. Ce sera donc un vouvoiement de respect et empreint d'admiration. Et exceptionnel car aujourd'hui je rencontre une personne qui a marqué mon parcours professionnel, comme j'imagine de nombreuses personnes intéressées et impliquées dans les évolutions de la réglementation des DM. Vous avez été probablement, comme moi, amené à écouter, suivre les interventions de Jean-Claude dans les différents colloques, forums. Il a sillonné la France entière pour évangéliser et expliquer les changements réglementaires introduits par les règlements 745 et 746. Il a montré à cette occasion une pédagogie à toute épreuve, répondant de manière précise et pragmatique aux questions et doutes des fabricants. Je me souviens, à l'hiver 2012, invité au forum GMED organisé à l'époque par le GMED, et notamment Corinne Delorme, énonçant les premières grosses modifications à venir dans ce nouveau règlement qui devait être voté, pensait-il, en 2014. C'est à ce moment-là que nos routes se sont croisées, car de ce discours est née mon envie de créer un événement à destination des fabricants pour les accompagner dans cette transition que je mesurais déjà comme périlleuse. C'est ainsi que la rentrée du NEM a vu le jour, et forcément, je ne pouvais pas ne pas inviter Jean-Claude à la première édition. Malheureusement, il n'était pas disponible. Je crois me souvenir qu'il était du côté du Brésil en septembre 2013, mais il m'a proposé sa collègue Corinne Saint-Réquier pour évoquer ce règlement à venir. Dès lors, il a toujours apporté son support à cet événement et il n'est donc pas étranger au succès initial de la rentrée du DM. Ses interventions étaient toujours scrutées par les chefs d'entreprise et les spécialistes de la conformité. Quand avec Nexialist, nous avons créé le rendez-vous du DIV, il a de suite également répondu présent à notre invitation. Derrière un charisme évident, une éloquence naturelle et un œil malicieux, se cachait un infatigable promoteur de la sécurité des DM pour le bien des patients et des utilisateurs. À titre personnel, je me souviens aussi avoir été choqué par le traitement qu'il avait subi de la part d'Élise Lucet lors d'un cache investigation dédié aux implant files et où Jean-Claude s'était retrouvé sous le feu des projecteurs et devant répondre à des questions hors propos. Mais aujourd'hui, je rencontre un jeune retraité, retiré des affaires, mais toujours intéressé par le monde du DM, et j'imagine la façon dont le texte qu'il a porté et soutenu est aujourd'hui mis en œuvre. La preuve, je l'ai encore croisé lors de la dernière journée organisée par le SNITEM en novembre dernier, journée qui marque une nouvelle étape, je le pense, dans la mise en application de ce texte. Bref, vous imaginez bien que j'ai de très nombreuses questions à lui poser et je suis vraiment ravi et honoré qu'il ait accepté mon invitation dans le cadre de You Talking to Med. Bonjour Jean-Claude, comment allez-vous? Bonjour Florent, très bien, merci. Ça va bien, Et vous êtes merci pas... de votre invitation. Eh ben, c'est un honneur pour moi. On est ravis, nous, chez Nexalis, en tout cas, que vous ayez accepté cette invitation. Je sais que les retraités, vous êtes toujours très, très pris. Et donc d'avoir trouvé un petit peu de temps dans votre agenda de retraité, c'est sympathique. J'aimerais bien revenir avec vous sur votre parcours. Comment, en fait, le jeune Jean-Claude Ghislain est devenu le Jean-Claude Ghislain que les personnes de la réglementation connaissent, donc qui a porté ce texte réglementaire au niveau de l'Europe. Comment vous êtes né où, Jean-Claude? Vous venez d'où? Mais écoutez, je suis né en Seine-et-Marne, près de Paris. Ok. Voilà, et ça, il y a déjà pas mal d'années, ce qui explique la retraite. C'était au siècle dernier. Voilà, Voilà. et j'ai fait des études tout à fait classiques. Et après le bac, j'avoue que bon, la pharmacie n'était pas une évidence, mais c'est venu tout simplement par l'attrait pour les sciences et pour voilà, les matières scientifiques. Et voilà, donc j'ai fait mon parcours à Paris 5, à côté du Jardin du Ouais. Luxembourg. Donc, voilà, et je suis sorti en 79, vous voyez, ça remonte. Et à l'époque, on avait des options. Alors, j'étais destiné plutôt à être de l'option, je suis sorti de l'option biologie. Alors, vous voyez, déjà une petite attirance pour la biologie médicale, ce qui explique peut-être que le DIV m'est aussi pas mal intéressé plus Intéressé. tard. Mais voilà, et puis il se trouve qu'il fallait que je gagne ma vie, et donc j'ai fait fonction d'interne dans une pharmacie hospitalière en banlieue parisienne. Et bon, et ça m'a amené tout simplement à découvrir un autre métier que celui que j'avais prévu, toujours dans la pharmacie, mais dans les hôpitaux. Et j'ai passé le concours, et donc je suis devenu très jeune pharmacien des hôpitaux.
D'accord. par un concours qui à l'époque était le Pharmacopa, même si maintenant on est dans le cursus des praticiens hospitaliers. Et Voilà. vous avez jamais souhaité avoir votre propre officine pour Non, être ça n'avait pharmacien? jamais été Non? dans mes projets. Dans votre projet? Euh, la recherche d'une filière, je n'étais pas a priori très intéressé par le manufacturing, par Ouais. l'industrie. Et voilà, donc la biologie, ça semblait intéressant, ça rapprochait de la médecine. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc vous êtes pharmacien donc dans un établissement hospitalier et comment, à partir de quand vous allez vers l'agence, vers l'APSAPS à l'époque? Alors, Parce j'ai que fait en j'imagine que... gros une vingtaine d'années dans les hôpitaux, hein, d'abord, D'accord, quand même, hein, ok. comme pharmacien des hôpitaux. Et très tôt, je me suis rendu compte que c'était un métier qui allait bouger beaucoup, qui allait être en évolution, et je me suis impliqué beaucoup au niveau syndical. Donc, j'ai une activité aussi au syndicat Saint-Prève des pharmaciens des hôpitaux publics, et que j'ai présidé d'ailleurs de 89 à 96. Et c'est une période où on a beaucoup, beaucoup fait pour l'émission des pharmaciens des hôpitaux, parmi lesquels, dans une loi de 92, on avait, quand j'étais président de syndicat, on avait introduit les dispositifs médicaux stériles dans le scope de l'activité des pharmaciens des hôpitaux. Donc c'était une grande première, puisqu'avant, les implants étaient achetés par les économes dans les hôpitaux, hein, par les directeurs des services économiques, Ouais, et on avait besoin de créer un circuit correct, comme pour les médicaments finalement, pour ces implants. Et c'était aussi l'époque, les années 90, évidemment, de l'arrivée du marquage CE, la qui était directive. aussi à l'époque pour nous un grand progrès, puisqu'on avait enfin une réglementation globale qui allait s'appliquer à tous ces dispositifs de toute nature. Et puis, il y a eu la période aussi du changement de statut pour que nous devenions praticiens hospitaliers. Donc ça, c'était mes deux grands sujets, je dirais, de travail du côté de la pharmacie hospitalière. Et puis, au bout de ces 20 ans, il s'est trouvé la période où l'agence du médicament est devenue AFSAP, c'est devenu une agence des produits de santé. Et il se trouve que là, donc, j'ai rencontré le premier directeur général, Philippe Dunton, qui voilà, cherchait à savoir un peu ce qui se passait dans les hôpitaux avec ces fameux dispositifs médicaux, puisqu'il avait Parce que pour la première fois en charge de mettre en place un secteur de régulation ouais. au niveau national. Et puis finalement, on a parlé vigilance, on a parlé de toutes sortes de sujets très, très intéressants. Mais de fil en aiguille, finalement, la question s'est posée de savoir si je pouvais aller aider à la mise en place de ce secteur à l'agence. Et voilà, la suite, vous la connaissez. Donc, D'accord. ça m'a amené à diriger pendant une dizaine d'années, une douzaine d'années, le secteur des DM. D'accord. Et ce qu'il faut avoir en tête pour nos auditeurs, et j'espère que j'ai des auditeurs jeunes, là, notamment mes étudiants, c'est qu'au début des années 90, le monde du dispositif médical, en fait, n'existait pas, en fait. Ça n'existait pas. C'est ça qui est fou. Hmm. C'est Oui, qu'en oui, fait, alors c'est... on avait, Ouais, alors côté pharmaceutique, au niveau hospitalier, on parlait du petit matériel médico-chirurgical, ouais, on avait surtout des objets de pansement, on parlait de ouais. conformité à la pharmacopée française ou à la pharmacopée européenne, mais on n'avait pas les dispositifs médicaux. Ouais. Tout cela est arrivé effectivement avec les directives successives de 90 et de 92 Ouais, c'est ça, 80, ouais, tout à fait, de 90 à 93. et qui ont amené, Ouais, pardon, 93, 93. 42, Mm, ouais, mm. et qui ont amené au développement de la matérovigilance aussi, à ce moment-là, qui est né, même si on avait, les pharmaciens hospitaliers, déjà essayé d'échanger un peu de l'information entre nous, mais de façon Et tout à fait marginale. Donc voilà, donc c'est c'est comme ça que finalement, que vous êtes retrouvé donc... l'intérêt a ouais. grandi et que finalement, ben, je me suis impliqué dans la régulation. Mais vous êtes toujours, en fait, vous avez toujours eu la volonté de vous impliquer et de sortir du cadre, entre guillemets, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous aviez été président du... Et donc, vous avez toujours voulu vous impliquer et faire avancer les choses. La directive 93-42, vous y avez été aussi, vous l'avez soutenue aussi, celle-ci? Vous avez travaillé dessus? Ou vous n'étiez pas encore... Non, Non, on l'a vu vous l'avez... apparaître Ouais, c'est ça. dans le paysage. Et Ouais. donc j'étais dans les hôpitaux et finalement, Ah, vous ben, étiez encore les hôpitaux. on a connu des questions que aujourd'hui mes collègues hospitaliers se posent. C'est-à-dire comment on gère des produits qui n'ont pas encore de marquage CE, Ouais. d'autres qui l'ont ou qui l'ont eu entre-temps. Et voilà, tout cela, le problème de ces périodes transitoires, ça c'est quelque chose qu'on a bien connu à l'époque
Ouais, et qui est encore vrai aujourd'hui avec la période transitoire du RDM. ouais. Et alors justement, donc comment vous vivez aujourd'hui cette période de transition? Quel est votre sentiment par rapport aux difficultés que les fabricants rencontrent dans la mise en musique de cette réglementation, la difficulté des organismes notifiés à être désignés, et mais peut-être aussi les autorités compétentes. Je ne sais pas, là je connais moins. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à ces opérateurs économiques? D'abord, je crois que d'abord, vous l'avez rappelé, mais je l'avais dit depuis longtemps que la marche serait haute Ouais. et qu'il fallait anticiper au maximum, ce qui est toujours difficile, hein. Je sais que par nature, les acteurs n'aiment pas beaucoup se précipiter et espèrent toujours être sauvés, je ne sais pas par quel miracle, mais en tout cas, voilà. Donc il fallait anticiper, la marche serait haute, tout le monde le savait. On l'avait dit, on l'a expliqué grandement. Donc je dirais que les difficultés ne sont pas une surprise, c'est-à-dire que faisaient partie évidemment du scénario. Alors, évidemment, au moment de fixer la période transitoire, il fallait mobiliser, c'est-à-dire qu'il fallait donner une impulsion, il fallait que tout le monde se mobilise, et donc il fallait donner une période de transition pas trop longue. Sinon, on aurait dit, bon, bah alors c'est quoi? Et alors en plus, comme Ouais. vous l'avez rappelé, on sortait aussi de la période à plan de files, donc annoncer qu'on mettrait 10 ans euh, à appliquer de nouveaux règlements à l'ensemble du marché était vraiment pas politiquement recevable. Voilà, donc on a démarré avec une période de négociation entre le Conseil européen et le Parlement, qui était de 3 ans. C'était sûrement pas très réaliste. Enfin, il faut dire aussi qu'on avait zéro donnée exploitable pour essayer de Mm. réfléchir voilà, à faire des scénarios, combien d'ON, combien de certificats, tout cela était totalement obscur. Voilà, donc il était clair qu'on savait qu'il faudrait revenir sur cette période transitoire au vu de l'expérience acquise. Alors maintenant, plutôt du côté qualitatif, pourquoi tant de difficultés? Je crois que ce n'est pas tellement lié aux nouvelles exigences, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui soit vraiment révolutionnaire ou qui ait changé fondamentalement la démarche de certification, mais c'est surtout l'exigence de démonstration et l'exigence documentaire qui a évidemment a été énormément accentuée. C'était aussi une volonté, hein. Moi, j'étais bien placé pour savoir que quand les fabricants avaient, par exemple, d'incidents graves de vigilance et qu'on essayait d'investiguer et de comprendre ce qui se passait, c'était quand même très compliqué d'accéder à des parties de dossiers qui n'étaient pas structurées, qui posaient beaucoup de problèmes, et ça faisait courir d'ailleurs de grands risques aux fabricants, dans ces cas-là, de se voir imposer des mesures draconiennes pour des choses qui auraient pu être peut-être évitées si on avait pu disposer de données cliniques de référence ou je ne sais quoi encore. Bon, donc je ne vais pas plus loin, mais tout ça pour dire que voilà, il y avait vraiment un vrai besoin et un gros travail à faire. Alors, je voudrais rappeler qu'en 2007, on avait déjà Oui, inventé le contrôle de qualité de documentation technique par échantillonnage. Manifestement, ça n'avait pas eu un gros impact et donc le travail restait encore à faire. Et donc ça, on a un peu sous-estimé ce travail-là, pensant que les fabricants avaient déjà fait évoluer leur documentation technique depuis cette directive intermédiaire. Directive intermédiaire qui avait prévu aussi la collecte de données de suivi clinique post-marché, sur lesquelles on a donc pensé pouvoir se fonder pour recertifier des implants, par exemple, déjà sur le marché depuis un certain temps. Là encore, force est de constater que ça n'a ouais. pas sûrement, la dynamique n'a pas été suffisante pour qu'au moment du nouveau règlement et tout cela puisse fonctionner correctement. Donc, Mais je dirais que ça vient peut-être oui, aussi des exigences qui ont été attachées à l'organisme notifié, parce que les oui, exigences en 2007 ou en 2010, parce que je crois qu'elle a été mise en application en 2010, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a sûrement il y aurait eu un besoin de plus d'implication ouais, des ON pour ces différents aspects. Mais toujours est-il que finalement, moi je crois que les difficultés, si vous voulez, elles sont de tous les côtés, hein. Donc difficultés pour les fabricants, on vient de le voir,
Pour les organismes notifiés aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont été désignés que lentement. On comprend aussi pourquoi. Il faut se rappeler que, et ça, c'est pas la faute du règlement, c'est la faute des textes d'application, hein. Les fameux codes, les Mm. fameux codes de désignation, très très étroits, qui ont amené des difficultés à recruter et à former et à valider suffisamment d'auditeurs et d'évaluateurs. Enfin bref, donc il y a eu toute une difficulté aussi pour eux. Et puis, il y a aussi une difficulté du côté des autorités hein, au niveau de la gestion de la phase d'application, parce que ben, il a fallu faire beaucoup de guides. On a fait des guides sur tout. Mm. Et puis plus on écrit de pages, et puis plus on recrée des Oui. problèmes plutôt que de Mm. les résoudre. Mm. Et ces codes, là encore, très, très étroits, ont fait que ben, l'échantillonnage s'est resserré. Du coup, le nombre de dossiers évalués a augmenté. Du coup, le coût de la certification augmente. Enfin bref, il y a eu un certain nombre d'éléments qui, clairement, ont un peu plombé la démarche. La démarche, ouais. Alors, finalement, je crois que par exemple pour la recertification des produits déjà sur le marché, on a manqué d'une démarche méthodologique commune, Mm. animée, voilà, Mm. avec l'ensemble des organismes notifiés. Il aurait fallu travailler sur cette question-là. Ça n'a pas été le cas. C'est la Commission européenne qui avait en charge le groupe des organismes notifiés. Pourquoi ça n'a pas été le cas, Jean-Claude? Ben, je Ça avait pense été que évoqué? ça a Ah ouais? manqué d'un savoir-faire et Ouais. d'un pilotage central. La commission présidait un groupe des organismes notifiés, mais ce n'est pas suffisant. Et donc finalement, je crois qu'on paye aussi une erreur stratégique qui a été faite dès la genèse du nouveau règlement, qui était une option qui avait été proposée par la Commission européenne dans sa consultation publique, qui était de gérer le secteur et d'animer l'ensemble du secteur au plan méthodologique, etc., par l'agence européenne qui devait se transformer d'une agence de médicaments à une agence européenne des produits de santé avec un secteur dédié aux dispositifs médicaux. Et malheureusement, à l'époque, on a été les seuls, peut-être avec un ou deux pays des côtés des autorités, à soutenir cette option, qui a été rejetée par la majorité et aussi rejetée par l'industrie, ça c'est ce que je peux Mm. comprendre. Et du coup, on se retrouvait à appliquer ce règlement très important qui nécessitait beaucoup d'accompagnement uniquement dans les mains d'une commission européenne dont ça n'est pas le métier. Et donc, on a perdu beaucoup de temps avec le MDCG qui a fait beaucoup d'efforts, qui a développé beaucoup de choses, mais voilà, il manquait, et clairement, l'Agence européenne du médicament, c'est ce qu'elle fait dans le monde du médicament, hein. C'est qu'elle anime, elle fait travailler des Ouais. experts. Voilà, donc il y a un savoir-faire qui aurait été vraiment Utile pour eux. utile pour essayer de simplifier un certain nombre de choses. Ok. Ok, très intéressant d'avoir ce retour-là. Mais par exemple aussi par rapport à Unamed, vous pensiez que Unamed allait pouvoir être mise en branle plus rapidement? Bah, on pensait que oui, mais vous savez, les développements Parce que, informatiques, moi j'ai connu ça dans les hôpitaux, c'est toujours ouais. une affaire très compliquée. Alors quand vous voulez le faire à l'échelon européen, si vous regardez par exemple ce qui était prévu pour les essais cliniques en matière de médicaments, hein, où il y avait aussi tout un outil informatique qui devait être développé et qui a mis beaucoup, beaucoup d'années. Donc manifestement, on a un problème pour faire ce genre de choses, la Commission européenne euh, il y a beaucoup trop de choses, si vous voulez, qui se font à l'étage horizontal au niveau européen et qui n'est pas spécifique vraiment à chaque secteur. Et finalement, il y a eu aussi une surenchère hein, un peu des autorités pour développer des modules très complexes, pour faire des choses très sophistiquées, alors qu'on avait besoin avant tout de la transparence hein, sur le marché, sur les opérateurs, et on aurait pu faire plus simple. Et avec un truc que je n'avais pas vu et que je n'ai pas compris facilement, c'était cette histoire de devoir tout valider l'outil dans son ensemble pour pouvoir le mettre en œuvre. Et donc, heureusement, récemment, j'ai vu que enfin, on va pouvoir valider module par module et donc mettre en route la machine plus rapidement. J'avais une question et je viens de l'oublier, mais euh, ouais, alors, par rapport à ce texte, comment
vous imaginez la suite là? Comment vous voyez la suite? On s'est retrouvés tous les deux là, à la journée du SNITEM, là, il y a quoi? Il y a 3 semaines, là, 3 semaines, un mois. On sent bien que l'Allemagne et la France portent un message clair des autorités européennes. Comment vous voyez la suite? Écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas un travail gigantesque à faire, hein. Je pense que l'essentiel du règlement est toujours valide. Je pense que c'est beaucoup dans les modalités de l'application qu'il faut travailler. Je pense qu'il faut aussi probablement beaucoup plus animer le travail des organismes notifiés, développer le partage de connaissances, développer des doctrines et puis recourir beaucoup plus à l'expertise centralisée. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que les fameux groupes d'experts qu'on a Mm. réussi à mettre en place, et là encore qui n'étaient pas prévus au programme, puisqu'au départ, la Commission pensait que l'agence européenne pourrait s'occuper de tout cela, et ne l'ayant pas dans le règlement, on a introduit les experts notamment pour les développements en matière d'évaluation clinique, qui étaient indispensables et qui et finalement se retrouvaient un peu en apesanteur et qu'on n'utilise pas assez. Là aujourd'hui, il fonctionne à peine. Enfin, je veux dire, là aujourd'hui, il y a une possibilité de mieux travailler et d'organiser des choses pour mettre à disposition et encore une fois construire des doctrines et d'évaluation qui soient beaucoup plus faciles et à partager avec l'ensemble des opérateurs. En tout cas, ce qu'on voit aussi à travers ce flou qui existe, hein, Hum. sur ce texte-là, pour avoir échangé pas mal avec des évaluateurs de dossiers chez les organismes notifiés, aujourd'hui, une grande partie de ces dossiers sont remis à une date ultérieure. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu ils avaient prévu de soumettre leur dossier fin 2024 ou début 2025, et finalement, tous ces fabricants-là repoussent encore un petit peu plus leur soumission, attendant peut-être de voir ce qui va se passer pour peut-être ne pas. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, les organismes notifiés se retrouvent face à une difficulté de, de, de timing. Donc, le goulet d'étranglement que l'on a vu arriver en 2024 Hum. On va se recréer. va se recréer en 2027, hein. En tout cas, Hum. c'est ce qui semble se dessiner, quoi. Donc, ouais, ça reste encore un, un texte c'est encore compliqué. Alors, maintenant, on va revenir Et un je petit peu. crois, Ouais, dites-moi, allez-y. juste Florent, Ouais. c'est évidemment majeur ce sujet, Mm. mais c'est le sujet des produits déjà sur le marché. Et Oui, malheureusement, on ne parle pas assez des produits qui vont, les et de la produits qualité des nouveaux. dossiers, des produits qui vont arriver et qui, eux, C'est vrai. devraient ne pas rencontrer de difficultés particulières, puisqu'on a cadré à la fois la façon de construire la documentation technique, la façon de... Donc, donc normalement, et je trouve qu'il est dommage Oui, oui, c'est qu'on vrai. ait peu de retours finalement C'est vrai. sur le Sur ces nouveaux processus produits. normal. Mm. Et il est clair que vouloir recertifier de la même façon, comme s'ils étaient nouveaux, Ouais. tous ces produits déjà sur le marché, c'est un classique de la nouvelle approche, hein, Mm. soit dit en Mm. passant. Mm. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu les juristes européens nous expliquer qu'il n'était pas possible de faire autrement. Ouais. J'avais déjà vécu ça, hein, quand on a reclassé les prothèses totales articulaires, notamment les prothèses de hanche en classe 3. Catastrophe. Alors, avec mes collègues anglais, quand on avait fait cette demande de reclassification, on avait bêtement imaginé qu'on ne l'appliquerait, la classe 3, aux nouveaux implants qui arriveraient sur le marché. Ah non, les juristes s'y étaient opposés formellement et donc on a dû réévaluer tous les dossiers. Et ça, cette mécanique infernale, elle est, voilà, elle est disproportionnée très probablement par rapport à l'exercice qu'il y avait à faire. D'où ma remarque sur le fait que malheureusement, il aurait fallu, et ça ne dépendait pas du règlement lui-même, hein, mais bien des modalités de mise en œuvre derrière, qu'il y ait un travail de fait pour dégager une méthode.
je me réfère, si vous voulez, aux AMM de médicaments. Vous savez que les AMM de médicaments, il y a des vieux coucous dans le médicament, hein, ce n'est pas péjoratif, il y en a qui sont très utiles, mais il y avait des très vieux dossiers. Bon, il y a eu des réévaluations d'AMM. Ben, ça a créé exactement le même problème, hein. C'est-à-dire que c'était très compliqué de remettre à niveau des dossiers très anciens, refaire un dossier de conception d'un DMDIV qui est sur le marché depuis 20 15 ans. ans. Voilà, je pense que c'est très, très, très compliqué. Donc, et à l'époque, qu'est-ce qu'ont fait les autorités avec la commission et la représentation des fabricants? Mais ils ont défini une méthode pour limiter l'ampleur du travail et pour centrer sur les points essentiels pour ce qui concerne donc les produits déjà sur le marché. Mais ce travail-là de méthode n'a pas été fait. Et on est resté sur une certification pleine et entière, comme si les produits étaient nouveaux. Et c'est malheureusement ce qui crée ce problème qui tente à se reporter à nouveau sur la nouvelle échéance qui a été fixée. Alors, comment, Jean-Claude, vous, qui avez sillonné l'Europe entière, la France, partout pour essayer d'évangéliser, comme je le disais dans mon introduction, les différents fabricants, qui viviez à 100 à l'heure, vous étiez une personne extrêmement mobilisée par l'agenda réglementaire. Comment s'est passé ce moment ce moment du passage à la retraite? Comment vous vivez, comment vous avez vécu ce changement-là? Parce que je pense que la transition, elle est aussi très raide là, de ce côté-là. Oui, Ça a je me dû, suis ça a dû vous changer. retraité et confiné dans la foulée, hein, donc Ah, c'était en 2020? Ah, enfin, c'est tombé sur le bon non, à peu près. je me suis arrêté à l'automne 2019. Donc, Ok, donc c'était juste avant, quoi. Ok. Et le passage n'a pas été trop compliqué parce que, enfin, vous étiez partout, quoi. On vous voyait. non, non, parce que, Vous bon, l'aviez d'abord, au préparé? niveau de l'agence, j'avais abandonné la partie opérationnelle, hein, depuis quelques années pour me consacrer uniquement aux affaires européennes et internationales. Et voilà, et ensuite, bah, c'était un choix. C'est-à-dire que j'avais choisi de toute façon de Ouais. m'arrêter. Vous savez, 20 ans d'hôpital et de syndicalisme en même temps, et 20 ans d'agence, Ouais, c'était pas mal, quoi, c'est pas hein. mal, c'est pas mal, Bon, il c'est se pas trouve mal. que mon épouse s'arrêtait aussi à la même période, hein, 6 mois après le même âge. Et voilà, donc c'était un choix qui était C'était mûrement prévu. réfléchi. Voilà, qui Ouais. était prévu. Alors, j'ai eu la chance, c'est qu'on ait eu fini la négo, tout ça, suffisamment dans les délais pour que ça se déroule comme on l'avait imaginé à titre personnel. Donc, Ouais. non, tout ça c'est bien passé. Bon, Alors, je reste avec un œil oui, attentif sur le secteur. J'attends de voir les consultations que va faire la Commission européenne, puisqu'elle doit faire son rapport sur l'application du hein, règlement. Donc, je ne tout à manquerai fait. pas, si je le peux, d'y contribuer. Ouais. Et puis, je suis ça aussi parce qu'il se trouve que je suis membre de l'Académie de pharmacie. Donc, on a évidemment un intérêt aussi pour les dispositifs médicaux. À la fois, je m'intéresse à nouveau à l'exercice de la pharmacie dans toutes ses facettes à l'Académie, mais aussi, évidemment, venant du monde des dispositifs médicaux, évidemment, je suis mis à contribution sur ce sujet. On a un groupe qui est très intéressant, qui est commun à l'Académie de médecine, de pharmacie et de chirurgie. Donc, on a un groupe tripartite qui se réunit de temps D'accord. en temps, qui fait un Régulièrement. suivi, qui avait publié des choses d'ailleurs sur les difficultés d'application et fait des recommandations. Voilà, donc ça me permet de suivre, Et, de et, et, suivre les choses. Et puis, et je vous allez reste. régulièrement aussi à Europharmat, hein, je crois que Oui, vous oui, allez alors souvent à bah, Europharmat. là, il se trouve qu'Europharmat, en plus, c'est le monde des pharmaciens hospitaliers qui s'occupe Ah de oui? DM. Donc, j'y ai beaucoup d'amis et Beaucoup beaucoup d'avis. voilà, de connaissances. Et donc, j'ai Et, beaucoup de plaisir à y aller. J'y étais encore cette année, oui. ouais, ouais. Ok. Allez, on va passer à la séquence numéro 2. Là, on a vu un petit peu votre parcours, comment vous avez vécu, enfin, comment vous voyez a posteriori ce passage réglementaire. Côté personnel, Jean-Claude, de quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours professionnel? Oh, fier, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'avais fait le choix d'un exercice de service public. Donc, j'ai fait une activité toujours dans Ah, le c'est bien. service public. Euh, bah, fier finalement d'avoir quand même
réussi à bâtir ce fameux secteur à l'agence, parce que c'était pas une mince affaire, hein, dans les années 90, et surtout d'avoir réussi à avoir des équipes suffisantes pour pouvoir peser et pouvoir impulser un certain nombre de choses au niveau européen. Donc ça, c'était vraiment, je pense, assez réussi. Et puis j'ai eu vraiment le plaisir, hein, d'avoir des proches collaborateurs magnifiques. Ça m'a bien aidé. C'est toujours très important. Ouais, Et qui d'ailleurs, pour la plupart de mes plus proches, qui sont peu ou prou toujours à travailler à dans l'agence. l'intérêt du secteur des DM, hein. Donc je peux citer Cécile Vaugelat, je peux citer Thierry Sirdet, je peux citer et Mm. encore d'autres, hein. Voilà, Mm. donc ça c'est vrai que j'ai du coup beaucoup de plaisir à les recroiser de À les temps en recroiser. temps dans ces différentes réunions. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont influencé ou qui vous ont inspiré dans ce beau parcours-là? À part Élise Oui, Lucet, bien oui, sûr, mais sûrement, sûrement. Ben, d'abord, un collègue pharmacien des hôpitaux qui, lui, était parti dans le monde politique, donc je veux dire Bernard Charles, qui était député du Lot et qui est passé dans le bureau syndical où ensuite moi je suis allé aussi, et voilà, donc et qui m'a fait découvrir un peu ce qui se passait euh, justement du côté de l'Assemblée nationale. Alors c'était pas celle d'aujourd'hui, mais mais voilà, mais il a beaucoup aidé nos réflexions pour justement la définition des missions des pharmaciens et justement leur implication dans le monde EDM. Donc ça, c'est quelqu'un qui restera évidemment très important. Et puis bah, Philippe Duneton, parce que c'était le premier directeur général. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une agence, je ne savais pas ce que... et donc voilà, donc il m'a mis le pied à l'étrier. On a beaucoup travaillé en proximité parce que c'était pas simple au départ. Et puis il m'a surtout fait confiance et il m'a donné la chance finalement de cette expérience européenne qui est assez unique mm, et que je n'avais pas du tout imaginez. programmé. Ouais. Mm. Mm. Voilà. Alors on la critique encore beaucoup, là j'ai entendu récemment, ah là, dans les agences, bon alors il y a trop d'agences, etc. C'est peut-être un peu vrai, mais en même temps, dans le domaine de la sécurité sanitaire, je pense que ça reste un choix qui était pertinent. Donc là, je pense plutôt à Didier Tabuteau, enfin, aux gens qui ont travaillé le concept de sécurité sanitaire. Et c'est vrai que, voilà, d'ailleurs, l'agence française, la première dédiée au DM, qui était l'AFSAPS, a fait modèle. Bon, elle a failli faire modèle pour le MA, mais bon, il faudra attendre un petit peu. Mais je suis convaincu que ça reviendra. Ok. Des passions, Jean-Claude, quand vous faites, que Oh vous faites oui, des passions. Enfin, oui, oui, la musique, même la si musique. je regrette, j'ai jamais eu le temps d'apprendre à jouer d'un instrument, mais par contre, je suis Vous aimez passionné de musique. musique classique? Euh, Sinon, bah, non, non, je m'occupe de mon jardin. Voilà, j'ai plein de choses, mais des passions. C'est l'EDM, sûrement. Mais Ouais, ouais. Et j'ai oublié d'en parler dans mon introduction, mais il y a une chose que vous avez fait aussi, puisque vous avez écrit un livre, Jean-Claude. ah oui, Vous avez ah écrit un oui, alors livre ça. et moi je l'ai acheté, c'est au début des années 90 dans la Mhm, collection Que sais-je, oui, Le dispositif médical par Jean-Claude Disselin et 128 pages et je m'en suis servi pour notamment pour je m'en sers toujours d'ailleurs pour parler du contexte en fait du dispositif médical euh, et quel était le premier dispositif médical mhm. industrialisé, etc. Je l'ai repris dans ce livre. Merci d'évoquer ça, mais alors c'est venu en fait Comment d'un c'est venu, ouais? constat. Il se trouve que je connaissais bien Antoine Audry, qui lui était dans l'industrie à l'époque. Euh, et puis à l'époque, ben, on fréquentait les mêmes réunions, les mêmes forums et les mêmes tribunes où on essayait les uns et les autres, quel que soit notre secteur d'activité, l'industrie, la régulation ou les hôpitaux, essayer d'expliquer à tout le monde ce que c'était que les DM et comment ça marchait, en sachant que tout le monde était, vous le savez bien, de culture médicaments, et alors que ce Ouais. monde du DM était complètement saugrenu. Et donc c'est venu comme ça, et puis un jour, voilà, on s'est dit finalement, au-delà d'aller faire 10 minutes de conférence ici ou là, peut-être que ça serait pas mal, notamment pour les décideurs nationaux, alors qui étaient encore beaucoup plus éloignés et beaucoup plus noyés dans la culture médicaments. Il était important d'essayer de donner un peu de littérature sur le sujet.
Alors le que sais-je, c'est très bien, mais alors c'est très contraignant, hein. Les pages, vous choisissez pas, il y a un nombre de pages, vous n'avez pas droit à Ouais, certaines mais c'est ça, fournitures. Vous avez la bon. contrainte. Ouais, mais la Ah oui, contrainte oui, est c'est très souvent riche. contraignant. C'est très contraignant, mais c'est souvent riche en fait la contrainte. C'est bien aussi Mais parce que vous voilà, allez à l'essentiel et vous êtes obligé de choisir. exactement. C'est un Ouais, exercice de synthèse et qui a de été synthèse. apprécié. Je me Ouais. souviens de Ah bah moi j'ai mon beaucoup aimé directeur ce bouquin. général de l'époque qui m'avait dit, oh, mais moi, quand je prends un poste, je me précipite pour voir s'il n'y a pas un que sais-je sur le sujet Ouais, qui ouais, va ouais. s'occuper. Et du coup, ça avait eu son succès. Et moi j'ai une collègue qui a un que sais-je, le dispositif médical dédicacé par vous, hein. Corinne Delorme, elle est très fière d'avoir Et oui. le dispositif médical dédicacé Moi, je par pourrais Jean-Claude. vous en dédicacer un, mais il faut que je vois. Je ne sais pas s'il m'en reste, mais si vous Ouais, l'avez, ben moi j'en si ai, on mais se moi croise, je il vous faut que je le le. trouve. Mais je l'ai, ouais, je l'ai. Ben, la prochaine fois ouais, la prochaine fois je penserai à rapporter. Alors, il faudrait presque le refaire un jour, hein, parce Ouais, que c'est ce que je là, il est pensais. un peu périmé, évidemment, hein. Ouais, c'est ce que je pensais, oui, parce que alors justement, tiens, ça me fait penser à une autre question, mais qui m'est apparue la semaine dernière. Je participais à un jury de thèse autour du rôle des opérateurs économiques. C'est une jeune femme qui bosse au CNITEM, qui travaillait sur sa thèse en droit, qui passait sa thèse de droit, Julie. Et dans le jury, il y a un professeur qui lui a posé la question, pensez-vous que la définition de dispositif médical est adaptée? Et en fait, ça, c'est une question qui finalement me poursuit en fait depuis jeudi là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-Claude? Parce que c'est vrai que c'est tellement vaste, c'est tellement large. Est-ce que finalement, là, ça participe pas aussi à la difficulté de faire comprendre ce que c'est qu'un dispositif médical aux décideurs, aux citoyens, enfin aux gens lambda, quoi. C'est, C'est vrai. C'est vrai. En même temps, je vois pas comment on peut alors faire autrement, quoi. il y a deux choses. Il y a le terme. Alors, c'est vrai que le terme, il n'est pas. Peut-être qu'en anglais, ça passe mieux. Hmm. Nous, dispositif, c'est un peu bizarre. Donc la traduction n'est pas forcément très heureuse. Moi, j'ai pas trouvé, Moi, j'ai pas trouvé j'ai mieux, pas moi. réfléchi plus que ça d'ailleurs, mais pas trouvé beaucoup mieux. Après, il y a le problème de la définition juridique où on est obligé d'expliciter ce que ça veut dire avec des exemples de types de produits en étant le Hmm. plus large et exhaustif possible. Mais au moins le terme, c'est vrai qu'il est il est un peu bizarre. Ouais. Mais voilà, mais que proposer Mais, d'autre? hmm, hmm. Parce que c'est Moi, pas j'ai. que des appareils, c'est pas que des voilà. Alors là, on pêche peut-être d'ailleurs un autre élément qu'on n'a pas évoqué, mais qui était un scénario qu'on avait proposé à l'époque à la Commission européenne, hein, qui était finalement de créer des sous-catégories de DM, c'est-à-dire d'avoir un règlement certes commun général, mais un peu comme on a entre les DM et les DMDIV, mais on aurait pu faire un seul règlement d'ailleurs, Ouais. hein. C'était ce qui était aussi proposé, hein, à Hmm, l'origine, hmm. et qui avait été rejeté par le secteur du diagnostic qui avait très peur de son intégration. Et en faisant ensuite des sous-familles, donc les DMDIV, mais ou les implants ou je ne sais quoi encore, vous voyez. Donc ça aurait été peut-être plus facile de nommer les choses plutôt que Hmm. cette définition Très très ubiquitaire, large. mais qui est Ouais. finalement pas très limpide. Ouais. Allez, on passe à la dernière séquence, la séquence quiz rapide en guise de conclusion. Votre film préféré, Jean-Claude? Moi, Vous je êtes sais passionné de pas, cinéma, vous? je vais dire un Lelouch, par exemple, je vous laisse choisir lequel, Ah, ou si ok. vous en voulez, je peux vous en citer, mais Ah bah vous pouvez m'en citer, c'est lequel vous êtes plutôt oh, je sais pas, Lelouch Itinéraire d'un enfant gâté, Ethan, ok, ou Homme-femme mode d'emploi, tiens, avec ok, Tapi et Lucchini. ok. Une boisson et un plat préféré? Ah, eh ben, je sais pas, des Saint-Jacques avec, je sais pas, avec un Macon blanc. Un macon blanc. Ok. Un livre, à part le que sais-je, hein, par le dispositif Ah médical, ben, je un sais livre pas, ou un auteur c'est à un roman de recommander. Fred Vargas. D'accord. Vous êtes, oui, moi j'aime beaucoup aussi Fred Vargas. Si vous étiez un personnage historique ou un héros d'aujourd'hui, vous seriez qui? Alors là, Joker, j'ai rien d'un héros, hein. Vous avez pas d'idée? Et si vous étiez une destination, parce que vous avez sillonné un peu quand même l'Europe, le monde entier, quelle serait votre destination là que vous Ah, choisiriez? bah, Italie, Florence, par exemple. Florence? Ouais. Hmm. Et si vous étiez, dernière question, si vous étiez un DM ou si vous deviez inventer un DM, vous Ah, seriez quoi? compliqué ça. Ouais, il n'y a pas de...
Euh, un outil de diagnostic très très précoce d'une pathologie grave. Donc un DMDiv ou pas? Pas Pas forcément. forcément, pas In forcément. vivo aussi. In In vivo vivo. aussi. Ok, Ouais. ok, ok. On fait beaucoup d'imagerie externe, mais il y a eu un petit peu d'imagerie interne, mais ça n'a pas été travaillé beaucoup. Bon, voilà. Mais c'est compliqué comme question, ça. Non, non, mais oui, oui. Non, mais... En tout cas, merci beaucoup Jean-Claude. Ça a été un vrai plaisir et merci encore personnellement pour le soutien que vous avez toujours manifesté à mes différentes sollicitations. De notre côté, chers auditeurs, on va se retrouver rapidement pour un autre podcast dans les prochains jours. À très bientôt. Bonne journée. Merci Jean-Claude. Merci, Florent.